Et maintenant? Oui, on voit. D'accord. Donc, on va aborder un thème et un motif très fréquent en traumatologie. Ce sont les fractures de jambes. Alors, c'est un motif fréquent et ça peut constituer comme étant vraiment une urgence euh, thérapeutique, surtout lorsqu'il s'agit de fractures ouvertes de jambes, dont le pronostic surtout fonctionnel, peut être aussi très très grave. Donc, par définition, on va dire pour les fractures de deux os de la jambe sont les fractures extra-articulaires intéressant les deux os de la jambe. Dans ce cas, on va éliminer les fractures bimalléolaires, les fractures du tiers des plateaux tibiaux. C'est seulement les fractures donc extra-articulaires, les deux os de la jambe. Donc, l'ouverture cutanée, c'est un élément capital pour le pronostic. Pourquoi? Parce que, primo, elle conditionne le traitement immédiat. Une fracture ouverte, c'est une urgence. Une fracture fermée, ça reste une urgence différée. Donc, on peut attendre, mais une fracture ouverte, c'est une urgence. Deuxièmement, parce que ça influe lourdement le pronostic. Le pronostic peut totalement changer avec une ouverture cutanée. Les deux complications les plus redoutables dans cette fracture de jambe, c'est essentiellement le syndrome de l'os, qu'il faut savoir diagnostiquer le plus tôt possible, et l'infection, qui est aussi une complication qui est grave. Donc, ces fractures de jambe surviennent essentiellement suite à deux mécanismes, un mécanisme direct ou un mécanisme indirect. Alors, mécanisme direct, on dit par mécanisme direct lorsque la fracture se produit au niveau du point d'impact, comme par exemple un écrasement par une roue de voiture ou par une masse lourde, ou un choc direct violent par le pare-choc d'une voiture qui va heurter le piéton ou un motocycliste directement au niveau de la jambe. Donc ça, c'est un mécanisme direct. Donc la fracture se produit au niveau du point d'impact, comme vous voyez sur ces deux photos. Deuxième circonstance, c'est un mécanisme indirect. Dans ce cas, la fracture, elle va se produire à distance du point d'impact. Alors, il y a plusieurs mécanismes indirects. Les deux les plus fréquents sont la torsion brusque ou torsion brutale avec une cheville. C'est une cheville qui reste bloquée au sol et le reste du corps, il tourne. Donc, ça va entraîner dans ce cas une fracture spiroïde des deux os de la jambe, mais qui est fermée. Deuxième circonstance de mécanisme indirect, c'est lorsque il y a une flexion au niveau du segment jambier avec le pied qui reste immobilisé et le reste du corps, il est projeté en avant ou en arrière ou latéralement. Et dans ce cas, ça va occasionner une fracture oblique, comme par exemple le cas d'un skieur où le pied reste bloqué par la baguette de ski et le reste du corps, il est déjeté, il est projeté en avant, en arrière, etc. Et donc, ça va causer donc, cette fracture à trait oblique. Alors, cette fracture, cette lésion des deux os de la jambe, traumatisme des deux os de la jambe, il va entraîner des lésions osseuses, mais aussi des lésions des parties molles. Donc, point de vue anatomopathologique, on va avoir des lésions osseuses et des lésions des parties molles. Alors, pour les lésions osseuses, on va les caractériser par leur trait de fracture, c'est-à-dire le type de trait. On va le caractériser aussi par le siège de cette fracture et par son déplacement. Pour les lésions du partie molle, on peut avoir des lésions cutanées, des lésions musculopériostées, des lésions artérielles ou nerveuses. Alors, on va commencer par les lésions osseuses. On a dit qu'il faut les caractériser. Toute fracture doit être caractérisée par son trait, c'est-à-dire le type de trait, par le siège et par son déplacement. Donc, le type de trait, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un trait simple ou un trait complexe, c'est-à-dire un trait transversal, une fracture transversale, fracture spiroïde, fracture oblique, trait oblique, une fracture communitive, etc. Et un trait, et deuxième caractéristique, c'est le siège, c'est-à-dire il faut préciser le siège par rapport à ce segment, c'est-à-dire en général, ce sont des fractures diaphysaires, mais il peut s'agir d'une fracture au niveau du tiers inférieur, tiers supérieur ou du tiers moyen. Troisième caractéristique de cette lésion osseuse, c'est le déplacement. Alors, pour le déplacement, il faut caractériser ce déplacement. Il y a 4 types de déplacements qu'on peut, pour les apprendre, donc c'est très simple, on peut apprendre A, B, C et D. Alors, A, c'est pour angulation. B, c'est pour la baïonnette
ou translation, C, c'est chevauchement, et D, c'est le décalage ou rotation. Donc ici, qu'on voit ici, c'est une angulation. Une angulation dans le plan frontal, ça va donner une varus ou un valgus. Une angulation dans le plan sagittal, ça va entraîner un flexum ou un recurvatum. Lorsqu'on a un chevauchement, donc, il y a un raccourcissement de ce segment. Et on peut avoir aussi la rotation. Et dans cette rotation, comme vous voyez ici, on voit le tiers proximal, la moitié proximale des deux os de la jambe, on la voit de face, et la moitié distale, on la voit de profil. Hein. Et il y a aussi la translation qui est le décalage, qui est la baïonnette. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a des questions? Allô? C'est clair. Ça va. Alors, on va parler maintenant des lésions des parties molles. Et ces lésions des parties molles, ce sont les lésions cutanées, essentiellement les lésions cutanées, parce que si vous palpez la face interne du segment jambier, vous allez palper directement la face interne du tibia. Donc, si on a une lésion osseuse au niveau du tibia, on peut avoir facilement une lésion cutanée. Et cette lésion cutanée, ça va définir donc ça va entraîner donc une fracture ouverte. Alors, par définition, c'est quoi la fracture ouverte? C'est-à-dire, c'est une fracture dont le foyer communique avec l'extérieur par une plaie. Alors, si on a une plaie au niveau du tiers proximal du tibia, alors que la fracture siège au niveau de son tiers distal, on ne peut pas parler de fracture ouverte. D'accord? Il faut que cette fracture communique avec le milieu extérieur par l'intermédiaire de cette plaie. Et donc, cette ouverture cutanée, elle peut modifier lourdement le pronostic, puisqu'il y a un risque infectieux très, très important, et elle peut entraîner un retard de consolidation et même une pseudarthrose. Alors, il y a deux types de fractures ouvertes. Il y a les fractures ouvertes qui sont ouvertes de dedans en dehors, et les fractures ouvertes de dehors en dedans. Pour les fractures ouvertes de dedans en dehors, et ben dans ce cas, c'est le fragment osseux, c'est lui qui va embrocher la peau, c'est lui qui va entraîner l'ouverture cutanée. C'est une saillie osseuse au niveau du trait de fracture qui va léser le revêtement cutané et donc entraîner une fracture ouverte. Donc c'est le cas des fractures essentiellement à traumatisme indirect, c'est-à-dire les fractures avec un trait oblique ou fracture sphéroïde, parce qu'il y a un fragment osseux qui est pointu, et donc il peut entraîner cette ouverture de dedans en dehors. Dans ce cas, la plaie, elle est peu souillée, parce que c'est un fragment qui est stérile, donc le risque infectieux il est faible. Par contre, pour les fractures ouvertes de dedans en dedans, dans ce cas, l'ouverture cutanée, elle est causée par le choc direct, par un projectile ou un écrasement, c'est-à-dire l'agent contendant ou l'agent responsable du traumatisme, c'est lui qui va entraîner aussi, comme la fracture, il va entraîner aussi une lésion cutanée. Et dans ce cas, la plaie, elle est large, elle est souillée, avec un risque infectieux qui est majeur et un risque d'apport de germes de l'extérieur vers le foyer de fracture. Donc le risque infectieux, il est très très important dans ce type d'ouverture cutanée. Alors pour bien parler, pour bien codifier ces fractures, ces lésions cutanées, on a M. Cauchois et M. Duparc ont réalisé une classification qu'on appelle la classification Cauchois-Duparc, qui comporte 3 stades. Actuellement, on a ajouté un autre stade, mais pour vous, il faut juste savoir les 3 stades. Alors, on parle de fracture ouverte Cauchois 1 ou Cauchois-Duparc type 1, lorsque la plaie, elle est punctiforme ou linéaire simple, sans contusion, sans décollement. Et la suture, elle est facile, sans tension à préparer. C'est-à-dire, on a cette classification de Cauchois, il faut savoir qu'elle ne prend pas en considération le trait de fracture. Quel que soit le trait de fracture, il ne va pas être considéré dans cette classification. On va juste prendre en considération le type de la lésion cutanée. Alors, on a dit le type 1, c'est une plaie punctiforme, c'est-à-dire
un petit point. Ou bien, ça peut être aussi une plaie linéaire de 5 ou 10 cm, mais l'essentiel, c'est que c'est une plaie qui n'est pas contuse, qui n'est pas souillée, il n'y a pas de décollement cutané, et on peut faire la suture de cette plaie sans tension après parage. Le cauchois type 2, cauchois du parc type 2, c'est une ouverture cutanée avec risque de nécrose secondaire au regard du foyer. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le parage de cette plaie et on essaie de suturer, on risque, tellement la suture elle se fait sous tension, on risque d'avoir une nécrose secondaire. Donc, ce sont en général les plaies punctiformes ou linéaires, mais dans ce cas, les berges sont contuses ou échymotiques, ou bien des plaies multiples qui vont délimiter des lambeaux de vitalité douteuse, ou bien aussi des plaies suturées sous tension, ou des plaies avec décollement. On peut avoir une plaie, par exemple, d'1 centimètre, mais il y a un décollement cutané important qui risque de nécroser secondairement, donc il faut la considérer comme étant un type 2. Ou bien deux plaies horizontales qui sont distantes de 2 ou 3 cm. Ce segment de peau ou segment cutané entre les deux plaies, il peut nécroser secondairement. Donc, c'est une lésion aussi de type 2. Donc là où il y a un risque de nécrose secondaire, c'est une ouverture cutanée cauchois 2. Le cauchois 3, c'est lorsqu'on a une perte de substance cutanée prétibiale non suturable en regard ou à proximité du foyer de fracture. C'est-à-dire, il y a une perte de substance cutanée qu'on ne peut pas suturer, qu'on ne peut pas fermer, on ne peut pas couvrir l'os ou le muscle. C'est-à-dire, il y a une lésion cutanée qu'on ne peut pas suturer. C'est un cauchois 3. Alors, le cauchois 4, on a ajouté dernièrement, et c'est une lésion cutanée qui, avec risque d'ischémie du membre, il y a une lésion très très complexe qu'on ne peut pas suturer, qu'on ne peut pas greffer avec une souffrance cutanée très très importante, souffrance musculaire, nerveuse, etc. Et donc on l'appelle cauchois 4, et dans ce cas c'est l'indication d'une amputation. Est-ce que c'est clair pour la classification de cauchois? Ce sont toujours des questions d'examen. Hein? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, je passe. Maintenant, toujours dans les lésions des parties molles, il y a aussi les lésions musculo-périostées. Donc, il peut s'agir de simples contusions musculaires, mais il peut s'agir aussi de dilacérations, de broiements qui peuvent entraîner des ischémies osseuses et cutanées. Les lésions artérielles, c'est rare, mais lorsque ça existe, c'est très grave. Et elles risquent... Oui. Quelle est la différence entre broiement et dilacération? Alors, broiement, c'est broyer comme broyer, on dirait du muscle ملحم. فهمتوا ولا؟ il est coupé en petits morceaux. Dilacération, c'est des muscles qui sont très très étirés, des vaisseaux qui, bon, surtout en est, c'est les muscles, donc c'est des muscles très étirés, voilà, séparés, parce que les muscles c'est une loge. Donc lorsqu'elles sont séparées, c'est la nécrose. Hein. D'accord? Merci. Donc les lésions artérielles, alors les lésions artérielles, elles sont rares. Mais lorsqu'ils surviennent, ils sont très graves. Et si on ne fait pas le diagnostic de façon précoce, c'est l'amputation. C'est l'ischémie du membre et c'est l'amputation. Donc, il faut faire le diagnostic précocement par la palpation du pouls. Et il peut s'agir aussi d'une dilacération, d'une rupture, d'une lésion de l'intima, ou bien une simple compression. Et donc, dès qu'on réduit la fracture, le flux sanguin il se rétablit. Donc, ce sont les lésions artérielles. Les lésions nerveuses, ils sont aussi rares et graves. Et il peut s'agir d'une lésion par compression, une contusion, un étirement, une rupture. Alors, les deux nerfs les plus touchés, c'est le nerf tibial postérieur et le sciatique poplité externe. On passe à la clinique. Alors, on va décrire une fracture fermée, isolée, déplacée de deux os de la jambe. C'est un sujet jeune. Alors, le diagnostic de fracture de jambe, c'est un diagnostic qui est évident. Parce que du fait des circonstances du traumatisme, de l'impotence fonctionnelle totale qu'elle a occasionné cette fracture et de la déformation, puisque le segment jambier il est directement situé sous le revêtement cutané, et donc la déformation elle est visible.
Donc, avec ces trois éléments, déjà, on peut évoquer le diagnostic de fracture de jambe. Donc, ce sont les circonstances, c'est-à-dire chute d'objet lourd, un AVP, c'est-à-dire un choc direct par le parachoc d'une voiture, l'impotence fonctionnelle totale du patient, la déformation avec une pied en rotation externe, l'angulation parfois, le raccourcissement du membre si on a un chevauchement. Donc, tout ça, c'est en faveur de ce diagnostic de fracture jambe. Par ailleurs, l'interrogatoire doit préciser donc, le mécanisme du traumatisme, c'est très très important, parce qu'on peut avoir parfois dans l'immédiat une lésion qui paraît bénigne, juste un revêtement cutané qui est intact, mais lorsqu'on interroge le patient, on trouve que c'est un mécanisme très très violent, mécanisme d'écrasement, etc. Mais la radio montre une fracture, par exemple, transversale, il n'y a pas de lésion cutanée dans l'immédiat, eh ben, il faut se méfier parce qu'on peut avoir un décollement cutané qui peut nécroser secondairement. Et il faut aller le chercher et le palper. Deuxièmement, il faut rechercher aussi la notion de traumatisme appuyé. Rechercher, c'est une fracture déplacée ou non déplacée, etc. La topographie des douleurs, c'est très important aussi pour localiser à peu près le siège de la fracture et dans ce cas, on va orienter l'examen radiologique. Les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient, parce que c'est un malade qui va être opéré probablement, et aussi l'heure du dernier repas. C'est très très important parce que ça peut être une urgence, surtout pour les fractures ouvertes, et il faut l'opérer dans les 6 heures. Alors, l'examen clinique, il faut toujours commencer par l'inspection. L'inspection va apprécier, bien sûr, l'état cutané, va rechercher des troubles trophiques. On peut à peu près savoir s'il y a un déplacement ou l'importance du déplacement, le type de la fracture et le siège de la fracture. La palpation, bien sûr, on va palper parce que le tibia est directement palpable sous la peau, donc on peut la palper et on peut palper même l'alignement de la crête du tibia et pour savoir si c'est une fracture déplacée ou non, ou même préciser le siège exact de cette fracture. Il faut aussi palper les peaux périphériques, rechercher la sensibilité et la motricité des orteils pour rechercher une lésion vasculaire ou une lésion nerveuse surtout, et la tension des loges musculaires antéro-externes et postérieures parce qu'il faut toujours rechercher un syndrome de loge en cas surtout de traumatisme violent, qui est une urgence. Hein. Les syndromes, on va l'avoir après. Monsieur, Oui. comment on recherche la tension par la palpation? Alors, tu vas trouver des mollets qui sont tendus. Par exemple, le mollet, tu palpes qu'un mollet qui est tendu. Le malade, il ne fait pas d'activité sportive, il est relâché, mais le mollet, il est tendu. Ça témoigne qu'il y a un syndrome de loge. On va voir après, on va détailler après le syndrome de loge, on va le revenir dans les complications. Oui. Monsieur بكري في البالباسيون قلنا لازم نعملوها après معناها la traction douce mais حتى لو كانت تكون traction douce فماش un risque de déplacer la fracture معناها. La palpation après la traction douce, j'ai pas dit ça. في الديابو معناها اللي فاتت اللي قبل. Ah, après alignement global du membre par traction douce. Oui, surtout pour les poux, hein, parce que parfois, il y a des patients qui surviennent avec un segment qui est jambier déformé, tu vois déjà déformation, il faut aligner. Et tu peux, il y a pas, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est d'aligner dans l'axe. Il faut faire la traction douce dans l'axe. Tu risques rien. Soit tu vas l'améliorer, sinon tu risques rien. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire dans les secourismes, ouais, il faut toujours aligner, tracter dans l'axe et mettre dans une attelle. Oui. D'accord, merci. Alors, l'examen aussi, il va rechercher des lésions associées parce que souvent, c'est un traumatisme. Ça peut être un polytraumatisme, avec trauma crânien, thoracique ou abdominal. Il faut rechercher un traumatisme du rachis, fracture du fémur homolatéral, fracture de jambe contralatérale, fracture bassin, état de choc. Tout ça, il faut les rechercher. Et selon, bien sûr, le contexte du traumatisme. Alors, le bilan, on a dit que le diagnostic, il est évident. On peut l'évoquer déjà par la clinique, par le mécanisme, les circonstances, l'impotence, la déformation. Et la confirmation, elle est
radiologique, c'est par une simple radiographie du genou, de la jambe, face et profil, mais cette radio doit prendre le genou et la cheville avec ce segment jambier. Donc, la radio va préciser le trait de fracture, le siège et le déplacement. L'évolution, le plus souvent, c'est une évolution favorable, avec une consolidation au bout de 3 mois, si tout va bien, si le traitement il est fait dans de bonnes conditions, selon les règles de l'art, on peut obtenir une consolidation au bout de 3 mois. Mais, parfois, il y a des complications qui peuvent survenir. Il y a des complications immédiates, secondaires et tardives. Alors, les complications immédiates sont ce qu'on vient de voir, sont les complications vasculaires, nerveuses et les lésions cutanées surtout. Les complications secondaires, c'est comme tout traumatisme des membres inférieurs, on risque d'avoir des complications thromboemboliques, avec risque d'embolie pulmonaire, et donc d'où la prévention systématique par les héparines évapomoléculaires. Voilà. Deuxième complication secondaire, c'est le syndrome de Loge. Alors, le syndrome de Loge, on va consacrer un peu de temps pour ce chapitre parce que c'est une urgence et qu'il faut faire le diagnostic. Le traumatisme du coude chez l'enfant? Non. Non. Pas encore. D'accord. Vous allez le voir aussi dans le traumatisme du coude chez l'enfant. Et dans ce cas, on va l'appeler le syndrome de Volkmann. Mais c'est la même chose. Alors, c'est quoi le syndrome de Loge? En fait, c'est une augmentation de la pression dans les loges inextensibles de la jambe. C'est un conflit entre une loge inextensible alors que le contenu de la loge, il est extensible. C'est-à-dire, je m'explique encore, on a une loge qui est recouverte par l'aponevrose. Donc, dans la jambe, il y a 4 loges, et chaque loge, elle est couverte par une aponevrose. Alors, l'aponevrose, elle est inextensible. Par contre, le contenu de la loge, qui est fait par du muscle, des vaisseaux, des nerfs, etc., il peut être extensible. Il peut y avoir un saignement, il peut y avoir de l'œdème, etc. Donc, il est extensible, donc il y a une augmentation de pression alors que l'aponevrose n'est pas extensible. Donc, ça va entraîner un conflit et donc une souffrance, et c'est surtout une souffrance musculaire et nerveuse. Alors, les causes de ce syndrome de Loge, c'est l'œdème, l'hématome, un plâtre serré, un pansement serré. Donc, il a jamais connu le malade a mal fracture jambe, qu'on a traité orthopédiquement par un plâtre, et le plâtre, il est serré. Et donc, un jour après, il revient avec une douleur atroce, etc. Et dans ce cas, il faut évoquer le syndrome de Loge parce que le plâtre, il est serré. Donc, dans ce cas, c'est pas la loge qui est inextensible, mais c'est le plâtre qui est inextensible. D'accord? C'est clair ou pas? Oui. D'accord, je passe. Alors, quels sont les signes cliniques de ce syndrome de Loge? Alors, le tableau d'un syndrome de Loge, c'est un tableau très brouillard, très douloureux, avec une anesthésie ou parfois une hypoesthésie du pied, une douleur de la jambe avec un type de tension, avec un mollet qui est tendu, parfois on trouve une paralysie ou une parésie, et voilà, je les mets en rouge. Pourquoi? Parce qu'on confond souvent que le pouls il est absent, alors que le pouls, dans le syndrome de Loge, il est présent. Et le membre, il est chaud. Ce n'est pas un arrêt du flux sanguin. La vascularisation, cette pression au niveau des loges, elle n'arrive pas à arrêter le flux sanguin, mais elle arrive à arrêter par contre le flux au niveau des capillaires. Et donc, on va avoir une souffrance musculaire, on va avoir une souffrance nerveuse. Par contre, le pouls, donc le flux dans les gros vaisseaux, il persiste et il est présent. D'accord? Et donc, c'est le muscle et le nerf qui vont souffrir. C'est pourquoi on va avoir les premiers signes, donc c'est la douleur. C'est une douleur très intense, qu'il n'y a aucune position qui va la soulager. Elle n'est pas soulagée même avec les antalgiques. Et c'est deuxièmement, secondairement, vont apparaître des signes sensitifs à type d'hypoesthésie ou anesthésie du pied. D'accord? Donc, il ne faut
se tromper dans ce... dis-moi, les questions d'examen, le pouls, il est absent. Non, le pouls, il est présent et le membre, il est chaud. Ce n'est pas un arrêt du flux, c'est une souffrance musculaire et nerveuse. Alors, ce syndrome de Loge, c'est une urgence. Il faut même y penser devant une fracture ouverte. Si on a une fracture ouverte, on peut avoir une ouverture de la loge, mais on peut ne pas avoir l'ouverture des 4 loges. Donc, il faut même penser à ce syndrome de Loge devant une fracture ouverte. Donc, l'ouverture cutanée, une ouverture d'une loge, de 2 loges, mais pas les 4 loges. D'accord? Et dès la suspicion, dès qu'on évoque ou qu'on pense à un syndrome de Loge, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'enlever tout agent compressif, tel qu'un plâtre ou un pansement compressif. Alors, il faut d'emblée il faut enlever cet agent compressif. Et on surveille le malade, on va surélever le membre, on va donner peut-être des anti-inflammatoires, et il faut surveiller. Si 30 minutes après, le malade il souffre encore et la symptomatologie persiste, dans ce cas, il faut ramener le malade au bloc opératoire et faire des aponévrotomies en urgence. Il faut ouvrir toutes les aponévroses, sinon on risque d'avoir une nécrose musculaire définitive qui va donner des séquelles fonctionnelles définitives graves. D'accord? C'est clair pour le syndrome de Loge? Allô? Oui, Oui, c'est clair, monsieur. clair. Alors, je Monsieur parle. بلي Oui. معناها l'aponévrotomie نعملوهاش d'emblée, فماش un cas dans lequel on fait une aponévrotomie d'emblée. Alors, l'aponévrotomie, c'est un geste même invasif. Donc, on ne peut pas le faire d'emblée. Tu vas ouvrir les aponévroses, tu vas ouvrir la peau et tu vas laisser ouvert. C'est pas, même pour le malade, c'est choquant parce que tu vas laisser ouvert cette aponévrose, le revêtement cutané il est ouvert et c'est des grandes incisions de 7 ou 10 cm. Donc, c'est très moche quand même, mais on doit le faire. Si on est obligé de le faire, il faut le faire. Mais pas d'emblée, mais aussi pas trop en retard, hein, parce que moi je vous ai dit 30 minutes. 30 minutes, oui, tu peux surveiller. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il faut le malade qu'il soit à jeun parce qu'on risque d'avoir des inhalations, etc. Donc, on peut surveiller pendant 30 minutes. Si la compression elle est arrêtée et le flux au niveau du capillaire il est rétabli, donc on peut avoir une amélioration. 30 minutes, ça suffit pour avoir des signes d'amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration ou s'il y a une aggravation des signes cliniques, dans ce cas, il ne faut pas s'attarder encore, il faut aller d'emblée vers le bloc pour les aponévrotomies. Mais pas toujours d'emblée. Hein. Il faut enlever d'abord l'agent compressif, puis surveiller, puis décider. Alors, toujours dans les complications secondaires, après les complications thromboemboliques et le syndrome de Loge, autres complications secondaires, ce sont les lésions cutanées. On a dit tout à l'heure, il y a des lésions cutanées qui sont, dans l'immédiat, on ne voit rien, c'est un revêtement cutané sain, mais si on revoit le malade dans 6 heures ou le lendemain, on va trouver soit des phlyctènes, soit des nécroses cutanées, etc., comme vous voyez sur cette image. Donc, un décollement cutané, parfois on peut passer à côté, on peut ne pas le diagnostiquer dans l'immédiat et on le découvre secondairement par cette nécrose cutanée. Donc, c'est pour cela il faut aller palper et rechercher ce décollement cutané. Hein. Il faut bien analyser les lésions cutanées parce que vous voyez comme cette nécrose, il faut aller l'exciser. Et si on va l'exciser, c'est une persistance cutanée très très importante qu'il faut greffer et faire des lambeaux cutanés, etc. Voilà. Donc, ce sont des lésions cutanées qui risquent de mettre à nu l'os. Et il faut y penser devant un revêtement cutané qui paraît sain, mais lorsqu'on interroge le patient, il dit que c'est un traumatisme très violent. Les circonstances, c'est d'un traumatisme violent. L'infection, moi je pense que c'est le problème le plus grave sur le plan fonctionnel.
parce que c'est très fréquent, surtout pour les fractures ouvertes, et ça peut donner des séquelles très très graves, et ça peut aboutir à la pseudarthrose, et donc on peut ne pas arriver à consolider l'os. Alors, cette infection, on peut l'avoir soit devant une fracture ouverte, soit même devant une fracture fermée, mais qui a été traitée chirurgicalement. Et il faut l'évoquer devant l'état local avec une inflammation, une suppuration, une nécrose parfois, avec des signes généraux tels que la fièvre ou altération générale, donc qui peuvent orienter vers cette infection. Le déplacement secondaire, c'est aussi une complication secondaire, mais qu'on voit surtout pour les fractures traitées orthopédiquement. D'accord? Donc, fractures, par exemple, ce sont des fractures instables surtout, telles que les fractures obliques ou bifocales ou communicatives, qu'on a traitées orthopédiquement. Une semaine après, on revoit le malade avec une radio de contrôle et on voit une fracture qui est déplacée. C'est pour prévenir cette complication, il faut faire un plâtre bien moulé, mais pas serré. Il n'est pas serré. Il faut pas. Bien moulé, ça ne veut pas dire serré. D'accord? Le plâtre, il doit être appliqué, mais il ne doit pas être compressif. Autre complication, mais en tout cas, si on rentre dans les complications tardives, c'est le retard de consolidation, c'est-à-dire, au bout, normalement, la consolidation habituelle, ça se fait au bout de 3 mois. Si au bout de 3 mois, on n'a pas de consolidation, dans ce cas, on parle de retard de consolidation. Mais si, à partir de 6 mois, si 6 mois et on n'a pas encore de consolidation, dans ce cas, on parle de pseudarthrose. Donc, le retard de consolidation, c'est entre 3 et 6 mois. Alors, la pseudarthrose, c'est quoi? La pseudarthrose, c'est l'absence définitive de consolidation osseuse, aboutissant classiquement à la création d'une néo-articulation. Donc, c'est-à-dire, on a immobilisé la fracture, on a traité même par un traitement chirurgical. L'essentiel, c'est qu'on a immobilisé la fracture et on a surveillé, mais au bout de 6 mois, il n'y a pas de consolidation et on voit toujours le trait de fracture, comme vous voyez ici, avec des berges qui sont denses. Donc, il y a une condensation au niveau des berges fracturaires. Dans ce cas, c'est la pseudarthrose et elle est définie comme étant l'absence définitive de consolidation osseuse, normalement dans le double délai normal de consolidation. C'est-à-dire si une fracture de jambe, elle consolide au bout de 3 mois. Donc, il faut le double délai de 3 mois, c'est-à-dire 6 mois, pour parler d'une pseudarthrose. Par exemple, une fracture du poignet, une fracture de l'extrémité distale du radius, elle consolide au bout de 45 jours. Si elle ne consolide pas au bout de 3 mois, on parle de pseudarthrose. D'accord? Deuxièmement, on peut la définir aussi comme étant l'impossibilité de consolidation sans changer la méthode thérapeutique. C'est-à-dire, si on a une pseudarthrose, on ne peut pas espérer une consolidation osseuse si on ne change pas le moyen thérapeutique. C'est-à-dire, si c'était un traitement orthopédique dans les premiers 6 mois, donc il faut aller faire un traitement chirurgical pour espérer cette consolidation. Sinon, par exemple, si le malade il a eu un enclouage centromédulaire initialement, mais il a évolué vers la pseudarthrose, la deuxième alternative, il faut enlever le clou et faire une autre technique telle qu'une plaque ou un Ilizarov, etc. D'accord? C'est clair pour la pseudarthrose? Oui. Alors, cliniquement, c'est quoi la pseudarthrose? Cliniquement, on va trouver une persistance des douleurs et d'une mobilité, c'est-à-dire le foyer de fracture, il est mobile, on peut le mobiliser. La douleur, elle persiste. Ce n'est pas une douleur de la fracture, elle n'est pas très intense comme les douleurs de fracture, mais elle persiste, mais elle existe. Et en plus de la mobilité au niveau du foyer de fracture, et bien sûr, le diagnostic, il est évident avec la radio, où on va voir la persistance de ce trait de fracture. Il y a 2 types de pseudarthrose qu'il faut savoir. Il y a les pseudarthroses hypertrophiques et il y a les pseudarthroses atrophiques. Alors, c'est quoi la différence? Alors, les pseudarthroses atrophiques, on les voit surtout dans les pseudarthroses septiques, là où il y a une infection. Les pseudarthroses hypertrophiques en pattes d'éléphant, là, c'est une pseudarthrose aseptique, c'est-à-dire l'os, il veut consolider, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Par contre, l'atrophique, c'est plutôt septique, il n'y a pas de processus de consolidation. Voilà. Donc,
Toujours dans les complications tardives, il y a aussi le cal vicieux, c'est-à-dire une consolidation en position vicieuse, et qui est la conséquence soit d'un déplacement secondaire qui a été négligé, soit d'une réduction insuffisante, c'est-à-dire la fracture elle est d'emblée déplacée et on l'a immobilisée comme telle. L'infection, ça peut être aussi une complication tardive. Ça peut être une infection qui a été colmatée par les antibiotiques, même pour un traitement après un traitement chirurgical. On a abouti à une consolidation parfois, mais après un an et demi, on découvre une fistule qui fait écouler du pus. D'accord? Ça témoigne que l'os, il est infecté. Il a consolidé, mais il est infecté. Parfois, il n'est pas consolidé. Alors, si l'os, il est consolidé, on parle dans ce cas d'ostéite. C'est-à-dire une partie de l'os qui est infectée, mais il a consolidé, on a abouti à la consolidation osseuse, mais il y a une infection osseuse qui a fait sourdre du pus par une fistule. Alors, lorsque l'os il n'est pas consolidé, c'est-à-dire une pseudarthrose, dans ce cas, on parle de pseudarthrose septique. Donc, la pseudarthrose septique, on peut avoir des fistules qui font sourdre du pus aussi. La raideur articulaire, c'est une complication qu'on voit surtout après le plâtre, mais actuellement avec le traitement chirurgical, on le voit de moins en moins, et qu'il faut prévenir bien sûr par une mobilisation précoce et une rééducation immédiate surtout pour éviter cette raideur articulaire, surtout au niveau du genou. Le genou, il y a le genou et le coude qui sont des articulations très sévères parce qu'ils s'enraidissent rapidement, surtout le coude. Alors le traitement. Alors on va voir le traitement des fractures fermées. L'objectif dans ce cas, c'est d'obtenir la consolidation dans le plus bref délai. Il faut aussi restaurer les axes normaux. Il faut avoir une consolidation en bonne position. Il faut prévenir les troubles trophiques. Il faut réduire au maximum la capacité de travail et faire retourner le malade à son travail le plus tôt possible et ainsi réduire les séquelles fonctionnelles. Alors, les moyens qu'on dispose, on peut avoir un traitement orthopédique, on peut aussi avoir un traitement chirurgical. Alors, le traitement orthopédique, il y a plusieurs moyens aussi. Alors, il y a le traitement le plus classique, c'est le plâtre. C'est le plâtre, et puisque c'est les fractures du deux os de la jambe, c'est un segment qui s'articule avec le genou en haut, en proximal, et la cheville en distal. Donc, si on va faire un plâtre, c'est un plâtre cruro-pédieux, parce qu'il faut immobiliser l'articulation susjacente qui est le genou, l'articulation sous-jacente qui est la cheville. Il y a une autre technique de traitement orthopédique qu'on appelle la traction contenue, la traction collée, qu'on voit ici, mais c'est une technique qui est quand même contraignante pour le malade. Avant, on l'utilisait beaucoup. Actuellement, c'est rarement on utilise cette technique. Imaginez, donc le malade, il reste alité, tracté pendant au moins 45 jours dans cette position. Donc, c'est une méthode qui n'est pas très confortable. C'est pour ça qu'on a abandonné cette technique. Parfois, on est obligé de l'utiliser, mais souvent, c'est d'autres techniques. Alors, il y a aussi un autre traitement orthopédique récent. C'est ce qu'on appelle le plâtre Sarmiento, comme vous voyez ici. Alors, l'avantage ici, par rapport au plâtre cruro-pédieux, c'est que ce plâtre, il va libérer le genou précocement. Donc, vous voyez ici le plâtre, il arrive jusqu'au condyle. Le patient ne peut pas faire des rotations, mais il peut faire la flexion-extension. C'est pour ça, c'est ça l'avantage, on peut mobiliser précocement pour éviter cette raideur. Par contre, le plâtre cruro-pédieux, il risque de donner une raideur du genou. Alors, il y a aussi le traitement chirurgical aussi, le traitement de choix, je pense, pour cette fracture. Donc, parce que le traitement orthopédique ici, ça va rester 3 mois et c'est pas avec les risques de complications thromboemboliques, un plâtre qui est lourd, etc. C'est pas très très confortable pour le malade, la raideur articulaire. Il vaut mieux, dans ce cas, préférer plutôt le traitement chirurgical. Donc, si on peut faire un traitement chirurgical, c'est mieux de le faire parce que c'est plus confortable pour le malade, c'est plus solide, c'est plus stable. Il permet une mobilisation précoce du genou et même une mise en charge précoce. Le malade peut appuyer, même à 45 jours, il peut appuyer. Voilà. Donc, le traitement chirurgical, il y a plusieurs
techniques. La technique, le fameux clou centromédulaire, là, c'est la technique la plus réussie, c'est la plus solide, la plus stable, c'est le clou centromédulaire. Vous voyez, on fait introduire le clou au niveau de la tuberosité tibiale antérieure et on le fait passer dans le médulaire jusqu'en distal, bien sûr sous contrôle scopique. C'est une technique qui permet de préserver l'hématome périfracturaire et donc et vous savez que l'hématome périfracturaire est un élément important pour la consolidation osseuse. Le clou, dans ce cas, il va le conserver. Il va pas y avoir une ouverture, un abord chirurgical, donc qui va libérer cet hématome et qui, on a dit, qui est très très important pour la consolidation. Alors les plaques, alors pour les deux os de la jambe, c'est pas vraiment le bon choix. On les utilise surtout pour les extrémités, comme les fractures du tiers distal, comme vous voyez ici. Là, si on met un clou, et donc la tenue du clou, elle est médiocre parce que ça va tenir dans quelques centimètres. Par contre, dans ce cas, c'est plutôt le meilleur choix, ce sont les plaques. De même chose pour les fractures proximales aussi. Mais le problème ici, c'est que le revêtement cutané, il est très fin. Et si on met une plaque, on risque d'avoir une désunion du point de suture, on risque d'avoir une infection et pseudarthrose ostéite, pseudarthrose septique, etc. Sepsis sur plaque. Donc il y a plusieurs complications qui peuvent survenir avec cette plaque. Ce n'est pas vraiment le bon choix, mais on est obligé de le faire dans les extrémités. Il y a aussi le fixateur externe. On peut l'utiliser aussi pour les fractures fermées. Et surtout, c'est le fixateur externe type Ilizarov ici. Comme vous voyez celui-là, c'est un moyen très très efficace pour la consolidation de fractures. Parfois, c'est le seul recours, c'est le seul choix qu'on dispose. Et c'est le geste salvateur, c'est le moyen salvateur pour la consolidation osseuse, c'est le fixateur type Ilizarov. Maintenant, on va voir les fractures ouvertes. Alors, l'objectif dans les fractures ouvertes, il y a deux volets dans ce cas. Il y a le traitement de la lésion cutanée, il y a le traitement de l'os, de la fracture. Donc, il faut stabiliser le foyer de fracture, traiter les lésions cutanées, lutter contre l'infection, le parage et l'antibiothérapie, prévention antitétanique, prévention antithromboembolique. Alors, la fracture ouverte, elle est considérée comme une urgence médico-chirurgicale. Médicale parce qu'il faut donner des antibiotiques, il faut faire un lavage, il faut donner des vaccinations antitétaniques, il faut donner des HBPM, et c'est une urgence chirurgicale parce qu'il faut faire le parage le plus tôt possible et faire la stabilisation de la fracture et le traitement des lésions cutanées. Alors, aux urgences, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, si vous êtes aux urgences et vous venez d'accueillir un patient qui consulte ou qui est amené pour une fracture ouverte des deux os de la jambe, alors aux urgences, et c'est une question d'examen, et c'est un piège souvent à Yortofi et Barcha, alors il y a la prise en charge en urgence et la prise en charge aux urgences. Lorsque je dis la prise en charge aux urgences, c'est-à-dire les gestes que je peux faire dans le service des urgences. En urgence, c'est tout ce que c'est les gestes qu'il faut faire dans les services des urgences et le geste qu'il faut faire dans le bloc opératoire, parce que c'est une urgence. Donc, la prise en charge aux urgences, c'est faire un pansement stérile, il faut faire un lavage au sérum physiologique de façon stérile, il faut immobiliser provisoirement dans une attelle curopédieux, faire le bilan radiologique, si on peut faire hors attelle, c'est mieux, il faut donner des antibiotiques en intraveineux, et dans ce cas, il faut viser les anti-staph, les anti-anaérobes, dans ce cas, c'est l'augmentin, l'antibiotique de choix. La vaccination antitétanique, donc systématique en urgence, et n'oubliez pas de garder le malade à jeun. D'accord? Maintenant, au bloc opératoire. Alors, le malade doit être opéré dans les 6 heures. Sinon, le risque d'infection, il est très long. Sinon, le risque d'infection, il devient très très fréquent et bien sûr, le risque de pseudarthrose septique, etc. Donc, ici, c'est une recommandation, c'est d'opérer le malade avant 6 heures. Donc, il faut commencer par faire un parage de la plaie. Tu fait un parage, voilà. Non, monsieur. Parage, c'est-à-dire les berges de la plaie, il faut enlever avec le bistouri
mécanique, il faut enlever les berges, il faut passer, les berges cutanées, il faut les régulariser, il faut les enlever, c'est-à-dire les berges contutes, et il faut passer en tissu sain, c'est-à-dire un tissu qui n'est pas contu, qui n'est pas souillé, donc il faut passer en tissu sain, mais quand même il ne faut pas enlever trop, parce que si on enlève trop, on va entraîner donc une souffrance cutanée, une suture sous pression, et donc souffrance cutanée. Le parage ne consiste pas à faire le parage de la peau. Il faut aussi faire le parage aussi du muscle, parce que le muscle aussi peut être contu, peut être souillé, etc. Il faut faire un parage du muscle. Mais il ne faut pas faire quand même un parage du nerf. Hein. On ne va pas le nerf, section en parage du nerf, sinon c'est la paralysie du membre. Donc c'est le parage du muscle, de la peau, des aponevroses, etc. Mais les éléments nobles, il faut quand même les couvrir. Hein. Ça c'est bloqué. Voilà. Donc, il faut faire le parage de cette plaie et il faut faire stabiliser la fracture. Alors, pour la stabilisation, on va voir dans la diapo après, donc, plusieurs moyens, mais normalement, c'est le fixateur externe. Il faut faire aussi des gestes de couverture cutanée. Parfois, on est obligé de faire des lambeaux en urgence. Si c'est le plateau technique, ça le permet. Hein. Parfois, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de plasticien, mais souvent, on peut avoir un plasticien dans le bloc opératoire, et donc il peut faire des lambeaux cutanés pour couvrir l'os. Alors, l'immobilisation de la fracture, pour les fractures ouvertes, en général, c'est le fixateur externe. C'est la seule alternative, normalement. Et une seule exception, c'est lorsqu'on a une ouverture cutanée type Cauchois 1. Dans ce cas, on peut tolérer l'enclouage centromédulaire. Pourquoi? Alors, si on a une fracture ouverte, si on essaie de faire une synthèse, c'est-à-dire mettre un clou au centromédulaire ou une plaque, eh ben, le risque septique il est très très important. Il va avoir une infection, ostéite, pseudarthrose, etc. Donc, c'est une contre-indication de mettre un matériel si on a une fracture ouverte. Alors, la seule exception, le Cauchois 1, pourquoi? Parce que dans le Cauchois 1, c'est en général, le risque septique ici, il est très faible. Donc, c'est une ouverture punctiforme ou linéaire avec des berges saines, des berges qui ne sont pas contuses, qui ne sont pas souillées. Donc, on peut faire avec le parage, avec le lavage, on peut éliminer l'infection avec, bien sûr, l'antibiothérapie qu'on va administrer. Et donc, on peut faire un enclouage. Et pourquoi il vaut mieux faire l'enclouage si on a de faibles risques septiques? Parce que, en général, le pronostic fonctionnel, il est meilleur avec le clou, avec une plaque. Mais il est mauvais, bon, pas mauvais, mais il est plus faible avec le fixateur externe. Ça peut aboutir à la consolidation, mais au prix d'une algodystrophie, d'une raideur, etc. C'est pas vraiment vrai. Mais on est obligé de le mettre si on a une fracture ouverte. Sinon, il y a une autre alternative. On peut mettre provisoirement ce fixateur externe pendant, par exemple, 3 semaines, un mois et demi. Secondairement, on peut, lorsque l'état cutané il est cicatrisé, il n'y a plus d'infection, on a une bonne couverture osseuse. Dans ce cas, on peut faire enlever ce fixateur externe et mettre en place, par exemple, un clou. Mais d'emblée, lorsqu'on a une ouverture cutanée, c'est le fixateur externe. Voilà, donc je conclus que les fractures de jambes sont des fractures fréquentes, graves, par les complications qu'elles peuvent entraîner, par les séquelles invalidantes qu'elles peuvent laisser. L'ouverture cutanée, c'est un élément majeur pour le pronostic. Les complications les plus redoutables sont le syndrome de Loge ou l'infection, et le traitement, il peut aller d'un simple plâtre jusqu'à l'amputation. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. monsieur, علاش les fractures pour les fractures complexes علاش ديما on choisit معناها à ciel ouvert بالنسبة les sujets jeunes. Les fractures complexes. تحكي على السيغمون جامبي، تحكي على الفراكتور de jambe. Des segments معناها humérus par exemple.
Alors, ça c'est bon, je rejoins شوية من الcours نتاعنا. C'est bon, chaque fracture en général elle a ses moyens thérapeutiques. Bon, là où on peut faire un enclouage, l'enclouage il est toujours meilleur. مثلا l'humérus, il y a le clou de l'humérus. C'est notre clou, c'est clou spécial humérus et qui a de bons résultats. Bon, les plaques, on l'utilise parfois quand le clou il n'est pas disponible à l'hôpital par exemple et donc le malade كانك مش ولي يشريه. Il y a des malades qui n'ont pas les moyens, donc on est obligé de mettre des plaques. Et si on va mettre des plaques, il faut aborder. Il y a une autre, par exemple, l'humérus pour les fractures humérus, qui se complique fréquemment d'une paralysie du nerf radial. Parce que le nerf radial, il y a des contacts intimes avec la corticale externe de l'humérus. Et donc, souvent on a une paralysie radiale et on est obligé d'aller ouvrir. Pourquoi ouvrir au niveau du foyer? Parce que pour libérer parfois le nerf. Allez, je suis en paralysie, directement au contact de l'os et parfois il va être incarcéré sous le foyer de fracture. Il y a une paralysie radiale. Donc on est obligé d'aller aborder pour désincarcérer le nerf et si on a abordé, donc on va mettre une plaque. Mais au contraire, hein, pour le fémur, pour les os longs en général, le fémur, la jambe, le tibia et l'humérus, le meilleur choix thérapeutique, c'est le clou. Hein, c'est le clou centromédulaire. Et chaque segment, il a son clou spécifique. Il y a d'autres questions? Allô? Monsieur, on ne va pas aborder aujourd'hui le cours des fractures bimalléolaires. On n'a pas le temps. عندي الكور كان تحبوا نحاول نحكيو عليه. هو ما فماش كور ما عندناش سيونس خاصة بيها. monsieur احنا ما تيباناش حسبنا باش نقراوهم زوز اليوم بك عليه. أنا هطلب fracture des os de la jambe. نورمالمون عنده سيونس مسيو، ما احنا لومبلوا مازال ما عندناش بتاع الزمن الجايين. Bon, vous disposez déjà du cours sur la plateforme. Et bon, si vous aurez des questions, je serai disponible à tout moment. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais normalement, le cours il n'est pas très complexe. Hein, c'est très